Dans notre culture, nous apprenons à craindre l'espace dans une relation. La phrase « j'ai besoin d'un peu de temps pour moi » est souvent entendue comme le prélude d'une fin, un signe de problème, un acte de rejet. Mais si le secret d'un amour qui dure vraiment, qui mûrit et s'approfondit avec le temps, résidait précisément dans la capacité à honorer la solitude l'un de l'autre, ce que la plupart d'entre nous comprennent mal, en raison d'une programmation culturelle profonde, c'est que le besoin d'être seul est rarement un acte de rejet envers le partenaire. C'est presque toujours un acte de reconnexion profonde avec sa propre âme. C'est l'espace sacré et silencieux où notre psyché se réorganise, où notre intuition peut enfin être entendue, et où nous nous souvenons de qui nous sommes au-delà du rôle que nous jouons dans la relation. La vision de Carl Jung nous enseigne que le voyage le plus important de notre vie est celui de l'individuation, le processus de devenir qui nous sommes vraiment dans notre totalité. Et ce processus, dirait-il, se déroule principalement dans le dialogue silencieux et intime entre notre ego, notre identité consciente, et notre soi, notre centre intérieur, notre âme. Ce dialogue sacré exige le silence, exige l'introspection, exige des moments de solitude. Un partenaire qui, par ses propres insécurités, ne comprend pas ou ne permet pas cet espace est, même sans le savoir, en train de saboter son développement le plus crucial. Nous sommes victimes de la culture de la fusion, l'idée romantique et en fin de compte toxique que deux personnes doivent devenir une seule pour que l'amour soit réel. Mais cette fusion est un piège qui mène à la perte d'identité, à la codépendance et finalement au ressentiment. Les relations matures et qui durent ne sont pas faites de deux moitiés qui se complètent, elles sont faites de deux totalités, de deux univers qui choisissent d'orbiter l'un autour de l'autre, sans jamais perdre leur propre centre de gravité. Et comment savoir si cet espace sacré qui est le vôtre est bafoué? Les signes se ressentent dans le corps et dans l'âme. Votre partenaire devient-il anxieux, boudeur, ou agit-il comme s'il avait été puni lorsque vous voulez simplement lire un livre dans une autre pièce de la maison? Exige-t-il des rapports détaillés de chaque moment que vous passez seul, comme si vous étiez en liberté conditionnelle? Remplit-il chaque moment de silence avec des questions ou avec sa présence mal à l'aise avec votre plongée intérieure? Il faut comprendre, avec une clarté compatissante mais ferme. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la surveillance. Ce n'est pas de l'attention, c'est du contrôle, né de la peur. Et aucun amour qui dure ne peut être construit sur la fondation de la peur. Pour pouvoir gérer le manque de respect envers notre solitude, nous devons d'abord la comprendre à un niveau plus profond, avec compassion. Une analyse émotionnelle qui va au-delà de la surface du comportement nous révèle une vérité surprenante. Fréquemment, le partenaire qui ne supporte pas votre solitude, qui devient anxieux ou irrité par votre silence, est en fait en train de fuir désespérément sa propre solitude. Votre silence, votre voyage intérieur, l'oblige à se retrouver seul avec lui-même. Et, dans cet espace sans votre distraction, il est forcé de faire face au vide, à l'anxiété ou aux questions non résolues qu'il projette et dilue normalement dans l'énergie de la relation. C'est ici que le mécanisme de la projection de Carl Jung entre en action de manière puissante. Il vous accuse d'être distante parce qu'il craint la propre distance qu'il ressent de lui-même. Il vous accuse de l'abandonner parce que votre autonomie reflète comme un miroir implacable sa dépendance émotionnelle. Et cette image est souvent insupportable pour son ego. Votre paix dans le silence devient un affront à la guerre qu'il mène en lui-même. Cette dynamique révèle un schéma que les thérapeutes de couple, comme David Schnarch, décrivent comme étant fatal pour l'attirance. L'un des partenaires devient le gardien de l'anxiété de l'autre. Votre fonction, inconsciemment, devient de ne jamais laisser l'autre mal à l'aise, de ne jamais le laisser seul avec ses propres fantômes. Et c'est la recette pour la stagnation de la croissance de tous les deux et pour la fin du désir, car la relation cesse d'être une rencontre d'ego et devient une dynamique entre père, mère et fils puis fille. Si cette analyse, selon laquelle son invasion est souvent un reflet de son vide, vous offre une perspective nouvelle et libératrice sur votre relation, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à donner votre like. C'est la façon de renforcer ensemble cette communauté qui cherche la connaissance de soi. La femme qui est dans son parcours d'individuation apprend à communiquer sa limite sans attaquer la blessure de l'autre. L'approche n'est pas le réactif. Laisse-moi tranquille.
qui ne fait que confirmer sa peur de l'abandon. L'approche est de communiquer avec fermeté, amour et souveraineté. C'est de dire quelque chose comme « J'aime et je valorise immensément le temps que nous passons ensemble. Et, précisément parce que je valorise tant notre nous, j'ai aussi besoin de ce temps pour mon je, pour me reconnecter avec moi-même. J'ai besoin de ce temps pour pouvoir revenir à notre relation en étant une personne meilleure et plus entière. » Avec cela, vous ne le rejetez pas. Vous vous responsabilisez pour votre propre énergie et cadrez votre solitude comme un cadeau pour la relation. Maintenant que nous comprenons le besoin de solitude et comment le communiquer, nous arrivons à l'un des marqueurs les plus précis d'un amour ayant le potentiel de durer des décennies, la qualité du silence partagé. Pensez au début d'une relation, à l'anxiété, à la pression d'être intéressant, de maintenir la conversation, de remplir chaque moment avec une histoire ou une question. Et maintenant, pensez à ce moment magique et rare où peut-être pour la première fois, la conversation s'éteint naturellement et à la place de la panique, une paix surgit, un silence confortable. Cette capacité à être ensemble, en silence, sans le besoin anxieux de remplir l'espace, est un signe de profonde sécurité et d'acceptation. C'est l'or de la connexion. La neuroscience nous explique pourquoi ce moment est si significatif. La capacité de co-réguler nos systèmes nerveux sans le besoin de stimuli constants est la marque d'un attachement sûr. Cela signifie que le cerveau de votre partenaire n'interprète pas votre silence, votre quiétude, comme une menace, comme un signe de rejet ou d'abandon. Et votre cerveau n'interprète pas non plus son silence de la même manière. C'est un état où deux systèmes nerveux, en proximité, se communiquent l'un à l'autre, de manière non verbale et biologique, le message le plus important de tous. Ici, tu es en sécurité. Tu n'as pas besoin de performer. Tu peux simplement être. Beaucoup de gens, surtout ceux qui ont vécu des traumatismes ou des relations instables dans le passé, commettent une erreur d'interprétation. Ils se sont habitués à la chimie du chaos et, pour cela, confondent l'intensité et l'anxiété d'une connexion, ce besoin de parler tout le temps, avec la passion. Le calme, la stabilité et la prévisibilité d'un amour sûr peuvent au début sembler ennuyeux ou sans chimie. Mais la vérité est que la passion qui naît du drame est comme un feu de paille. Elle brûle vite et s'éteint. L'amour qui dure est un feu de bois, une braise constante et chaude qui est nourrie par la paix et non par l'anxiété. L'invitation ici est que, avec la curiosité d'une exploratrice, vous proposiez un rendez-vous silencieux, non pas comme un test pour l'autre, mais comme une expérience pour tous les deux. Cela peut être quelque chose de simple, prendre une tasse de thé ou de café ensemble pendant 15 minutes, sans l'obligation de parler. Vous pouvez vous promener dans la nature, côte à côte, ou simplement vous asseoir dans la même pièce, chacun lisant un livre. La tâche n'est pas de ne pas parler. La tâche est d'observer, avec votre corps, les sensations qui surgissent dans cet espace silencieux. Que ressentez-vous? Une paix qui vous ancre, un confort qui vous nourrit, ou une anxiété qui vous agite, un besoin de briser la glace? La réponse de votre corps est la boussole, la plus honnête sur la sécurité de votre connexion. Lorsque nous apprenons à habiter le silence confortable à deux, nous découvrons la véritable raison pour laquelle la solitude individuelle est si vitale pour la santé d'une relation. Et le principe jungien qui nous guide ici est celui de la rencontre avec notre contrepartie intérieure. Carl Jung nous a enseigné que tout homme a une image de l'âme féminine qui vit en lui, le anima, et que toute femme a une image de l'âme masculine, le animus. Ce ne sont pas seulement des idées, ce sont des énergies vivantes, des archétypes qui influencent nos humeurs, nos choix et nos aspirations. Et c'est principalement dans le silence de la solitude, dans notre temps seul, que nous pouvons dialoguer, nourrir et intégrer cette énergie complémentaire en nous. Que se passe-t-il lorsque nous n'avons pas ce temps sacré pour nous-mêmes? Nous projetons inévitablement le besoin de cette énergie sur notre partenaire. La femme qui ne cultive pas son propre animus, son sens du but, sa logique, sa force pour agir dans le monde, exigera inconsciemment que son partenaire soit la source de toute sa direction et de tout son but. L'homme qui ne cultive pas sa propre anima, sa connexion avec les sentiments, avec l'intuition, avec l'art de la relation, exigera que sa partenaire soit la source de toute sa vie émotionnelle. Et cette projection place un fardeau impossible et écrasant sur les épaules de l'autre, transformant un partenaire en un père ou une mère symbolique,
et l'amour en une toile de dépendance. La métaphore pour cette nourriture intérieure est celle du jardin secret. Votre vie intérieure, avec ses passions, ses rêves et ses pensées, est un jardin que vous seul pouvez cultiver. Lorsque vous passez du temps dans ce jardin, dans votre solitude, vous arrosez les plantes, fertilisez la terre, plantez de nouvelles graines, et, en retournant à la relation, vous revenez avec des fleurs nouvelles et exotiques à offrir. Une nouvelle idée, une nouvelle perspective, une nouvelle énergie. Vous devenez une source de renouvellement. Lorsque vous négligez votre jardin, vous arrivez toujours à la rencontre les mains vides, demandant les fleurs que l'autre a cultivées, ce qui, avec le temps, épuise les deux. Si l'idée que votre temps seul est en réalité la culture d'un jardin secret qui nourrit et renouvelle votre relation, vous inspire à honorer davantage ces moments, envisagez d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines rencontres, et nous continuerons à cultiver ensemble nos jardins intérieurs. Et la conséquence pratique de cette vision est transformatrice. Un partenaire mature qui respecte votre solitude n'est pas seulement en train de vous donner de l'espace, il est en fait en train d'investir dans la vitalité et le mystère à long terme de la relation. Il comprend, même si c'est de manière intuitive, que c'est dans ce temps que vous passez avec vous-même, que vous devenez de plus en plus vous, que vous évoluez en tant qu'individu. Et c'est de cette version de vous, toujours en évolution, toujours avec une nouvelle fleur à la main, qu'il continue de tomber amoureux jour après jour. Votre solitude n'est pas une menace pour la relation, c'est le secret de sa longévité. Après avoir célébré la solitude comme un pilier pour la santé de la relation, le voyage nous invite à un point d'honnêteté radicale, car il faut, avec le courage d'une âme mature, apprendre à différencier la solitude qui nourrit de celle qui est en fait une fuite. Et la question clé, la boussole pour cet autodiagnostic, est celle-ci. Je cherche ce temps pour moi pour me reconnecter avec ma propre âme ou pour éviter une conversation difficile, un conflit ou l'intimité avec mon partenaire. La réponse sincère à cette question est ce qui différencie le soin de soi de l'auto-sabotage. Il existe des signes clairs qui nous montrent la nature de notre solitude. La solitude nutritive est celle que vous recherchez à partir d'un lieu de plénitude. Vous revenez de votre temps seul en vous sentant plus calme, plus clair, avec plus d'énergie et, le plus important, avec un désir renouvelé de vous connecter avec votre partenaire. Votre solitude a enrichi votre monde intérieur et maintenant vous avez plus à partager. Vous avez renforcé votre « je » pour pouvoir enrichir le « nous ». La fuite émotionnelle, d'un autre côté, naît d'un lieu d'aversion. Vous utilisez le temps pour soi comme une barrière, comme un soulagement d'une relation qui vous draine constamment. Souvent, elle peut se manifester comme une punition, comme le fameux « traitement de silence ». Et, en revenant de ce temps, vous ne vous sentez pas rechargé. Vous ressentez la même anxiété ou le même ressentiment, vous avez seulement reporté la confrontation. Dans ce cas, le problème n'est pas votre besoin de solitude. Le problème est la dynamique même de la relation dont vous avez constamment besoin de fuir pour pouvoir survivre. Et ici, nous devons faire attention au piège du spiritualiser. C'est la tendance à utiliser un langage noble pour justifier une fuite émotionnelle. Des phrases comme « j'ai besoin de recharger mes énergies » ou « je protège mon champ vibratoire », qui sont valables dans leur contexte, peuvent parfois devenir des excuses sophistiquées pour éviter une conversation sur les responsabilités émotionnelles, pour ne pas admettre une erreur ou pour éviter l'intimité réelle, qui est par nature difficile. Si cette distinction entre la solitude qui nourrit la relation et la fuite qui la reporte vous offre un outil puissant pour la conscience de soi, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'est un geste qui nous aide à maintenir cet espace de réflexion honnête et profonde. Le secret d'un amour qui dure n'est pas celui d'un couple qui n'a jamais besoin d'espace, mais celui d'un couple où tous deux utilisent leur espace pour se nourrir, pour se reconnecter avec eux-mêmes, et retournent ensuite à la relation avec plus de présence, plus d'amour et plus de sagesse à partager. La solitude cesse d'être une menace et devient l'une des sources les plus riches de nourriture pour l'amour. Après avoir appris à différencier la solitude de la fuite, le voyage nous amène à un acte de courage et de clarté, celui de communiquer nos besoins. L'erreur que nous commettons souvent, même dans les relations amoureuses, est d'attendre que l'autre devine ce dont nous avons besoin. Nous attendons qu'il sache, comme par magie,
quand nous avons besoin d'espace, et nous éprouvons du ressentiment en silence quand ils ne le devinent pas. Mais votre besoin de solitude est votre responsabilité de le communiquer. Dans une relation mature, la clarté n'est pas une arme, c'est un cadeau. Et cette conversation doit être explicite, pas une attente implicite qui génère de la frustration. La femme qui maîtrise l'art de l'interdépendance, qui est l'équilibre sain entre le je et le nous, apprend à avoir cette conversation difficile avec une combinaison de fermeté et d'amour. Elle n'attaque pas, mais elle ne s'excuse pas non plus pour son besoin. Sa communication suit généralement 3 étapes. Premièrement, elle commence par la validation, pour que l'autre se sente en sécurité. Elle dit « J'aime le temps que nous passons ensemble, et c'est la chose la plus importante pour moi. » Deuxièmement, elle déclare son besoin de manière claire et le relie au bien de la relation. Et précisément pour que je puisse être toujours à 100% présente lorsque nous sommes ensemble, j'ai aussi besoin de moments seuls pour moi, pour me ressourcer. Et troisièmement, elle offre la sécurité. Cela ne change en rien ce que je ressens pour toi. Au contraire, cela ne fait que me renforcer et faire de moi une meilleure partenaire. Pour illustrer cette idée dans la conversation même, nous pouvons utiliser une métaphore puissante. C'est comme si vous disiez « Imagine que notre relation est comme une maison avec 2 jardins individuels et un magnifique patio commun. J'ai besoin de temps pour m'occuper de mon jardin, pour arroser mes plantes et arracher mes mauvaises herbes. Et je veux que tu aies du temps pour t'occuper du tien. Car c'est seulement lorsque nos jardins individuels sont sains et fleuris que notre patio commun, l'endroit où nous nous rencontrons, peut toujours être un lieu beau, vibrant et plein de vie pour nous deux. Et la réaction de votre partenaire à cette conversation, à cette proposition d'une architecture d'amour mature, est le plus grand filtre que vous puissiez avoir. C'est une prédiction claire de l'avenir de la relation. Un partenaire qui est lui-même sûr et mature peut même ressentir une pointe d'étrangeté ou d'insécurité au début, mais sa réaction dominante sera de chercher à comprendre, de respecter votre besoin. Un partenaire peu sûr de lui, contrôlant, ou qui opère à partir de l'archétype du garçon, d'un autre côté réagira avec accusation, avec drame ou avec manipulation émotionnelle. Écoutez, avec tout votre être, sa réaction. Elle vous dira tout ce que vous devez savoir sur sa capacité à construire un amour basé sur le respect et non sur la possession. Lorsque le contrat de l'interdépendance est établi avec clarté et respect, la relation s'élève à un nouveau palier. Elle cesse d'être un champ de bataille pour l'attention et devient un laboratoire pour la croissance de l'âme. Et ici, nous arrivons à l'objectif final de l'amour mature. Ce n'est pas le bonheur constant, comme dans les contes de fées. C'est la croissance mutuelle. C'est d'avoir à ses côtés un partenaire qui soutient activement et se réjouit de votre parcours d'individuation, votre parcours pour devenir de plus en plus vous-même, tout comme vous soutenez et vous réjouissez du sien. À ce stade, la dynamique de l'attachement se transforme en celle du fort témoignage. Dans une relation immature, nous nous attachons à l'autre pour qu'il comble notre vide, pour qu'il nous sauve de nous-mêmes. Dans un amour alchimique, vous devenez un témoin aimant et souverain de l'épanouissement de son âme, et lui de la vôtre. Vous célébrez ses victoires sans vous sentir diminué. Vous soutenez l'espace pour ses douleurs sans essayer de le réparer. L'amour cesse d'être sur ce que vous pouvez prendre l'un de l'autre et commence à être sur ce que vous pouvez voir et refléter l'un pour l'autre. Et c'est ici que le paradoxe final se révèle dans toute sa beauté. Plus vous donnez d'espace, plus de liberté, plus de confiance à un partenaire conscient, plus il désire être près de vous. La véritable connexion, celle qui dure toute une vie, n'est pas forgée avec les chaînes de la jalousie et du contrôle, mais avec les fils d'or de l'admiration mutuelle pour le parcours individuel de chacun. Le besoin de contrôler éloigne, la permission d'être libre enchante et attire. La vision d'avenir pour un amour qui dure n'est pas celle d'un couple qui n'affronte jamais de tempête. C'est une illusion. La vision réelle et possible est celle d'une relation où chacun des partenaires est devenu, à travers son propre travail intérieur, un havre de paix pour lui-même. Chacun sait comment s'abriter dans sa propre solitude, comment calmer ses propres eaux. Et la relation, le nous, est le patio commun, le jardin partagé qui se trouve entre 2 royaumes souverains. C'est l'endroit où vous vous rencontrez, non par nécessité ou par peur de la tempête, mais par la joie de partager la paix que chacun a appris à cultiver sur son propre sol.